Sadiagas. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Audrey Crespo-Mara. Les indemnités chômage des cadres vont baisser, elles vont devenir dégressives. Si les indemnités diminuent, il serait logique que les cotisations patronales diminuent. Le MEDEF le demande. C'est ce que vous avez prévu ? Nous verrons ce que répondra le Premier ministre dans quelques heures. Ce que je sais en tout cas, c'est que nous avons aujourd'hui en France un système d'indemnisation du chômage parmi les plus généreux en Europe et le niveau de chômage encore parmi les plus élevés en Europe. Juste Donc un chiffre. il y a quelque chose qui cloche et réformer le système d'indemnisation du chômage, ça n'a qu'un seul objectif, le plein emploi. Aujourd'hui, les contributions des cadres financent 30% de l'assurance chômage alors qu'ils ne touchent que 18% du total des allocations versées. Faut-il les faire payer encore plus ? Mais ils ont aussi une des durées d'indemnisation les plus longues en Europe, alors même que le chômage des personnes les plus qualifiées en France, il est de 5 ou 6%, il est très faible. Donc l'objectif, c'est de remettre de la justice et de l'efficacité dans ce système. De la justice, c'est faire en sorte que si on retrouve plus facilement un emploi, eh bien on puisse avoir de la dégressivité. De l'efficacité, c'est accompagner davantage les chômeurs et c'est faire en sorte qu'au bout du compte, l'indemnisation du chômage serve à vous protéger contre le chômage et surtout à retrouver un emploi le plus rapidement possible. Pas à vous installer dans une période de chômage qui dure trop longtemps et qui vous gêne dans la recherche et la reprise de l'emploi. Bruno Le Maire, vous vous rendrez en sortant de ce studio au Bourget pour développer l'industrie aéronautique en Europe. Faut-il instaurer une règle de préférence européenne qui oblige les pays de l'Union à acheter des avions européens ? En tout cas, c'est déjà un beau moment européen, ce salon du Bourget, puisque le président de la République a annoncé hier la création de cet avion de combat avec l'Allemagne, avec l'Espagne. Nous voyons que Airbus enregistre les commandes, donc c'est la preuve que l'Europe industrielle, ça existe, et que l'aéronautique européenne est puissante aujourd'hui dans le monde. S'agissant de l'avion de combat, je crois que c'est à chaque partenaire de se décider s'il veut participer, oui ou non, à ce programme qui est un magnifique programme. Après, la préférence européenne, moi j'y suis favorable en matière industrielle. Je pense que nous avons intérêt à mieux défendre nos intérêts, à valoriser cette préférence industrielle. Mais je le redis, dans le secteur de la défense, je crois que c'est à chaque État de savoir s'il veut participer, oui ou non, à ce grand programme aéronautique qui va être un grand succès. Bruno Le Maire, la presse italienne affirme que le directeur général de Fiat Chrysler est passé à Paris la semaine dernière pour reprendre les négociations avec Renault en vue d'une fusion. Vous confirmez ? Le directeur de Fiat a le droit de passer son week-end à Paris, ça ne me pose évidemment aucune difficulté. En revanche, s'agissant de Renault, l'État actionnaire a fixé une stratégie. C'est le renforcement d'une alliance avec Nissan qui existe depuis 20 ans et qui nous permet d'avoir un constructeur automobile qui est performant, qui est innovant et qui est leader dans le monde en matière de batterie électrique et de motorisation électrique. On n'a aucun intérêt à fragiliser cette alliance entre Renault et Nissan. C'est votre priorité avant une fusion entre Renault et Fiat. C'est notre priorité. Moi, je me félicite que Jean-Dominique Sénard ait confirmé cette priorité à l'occasion de la dernière assemblée générale de Renault. Et je fais toute confiance à Jean-Dominique Sénard. Nous nous sommes vus très longuement la semaine dernière pour renforcer cette alliance avec Nissan. Il y a une première étape le 26 juin. On va voter les nouveaux statuts de gouvernance de Nissan. Moi, je souhaite que Renault soit en mesure de voter positivement parce que ce sera un signe positif de ce renforcement de l'alliance. Ensuite, Jean-Dominique Sénard fera des propositions pour concrètement renforcer les liens entre Renault et Nissan et rendre cette alliance plus solide pour affronter les défis du 21e siècle dans l'industrie automobile, le véhicule connecté et le véhicule électrique. Et une fois que cette alliance aura été renforcée et que plus personne ne pourra douter de sa solidité, alors et alors seulement, nous réfléchirons à une consolidation. Mais nous n'agirons ni sous la pression, ni dans la précipitation. Vous avez l'impression d'être sous pression ? Absolument pas, mais j'ai le sentiment parfois qu'on me dit « il faut faire ça tout de suite ». Je me souviens, on me disait ce que laisse entendre nous Fiat. demandons 5 jours supplémentaires pour faire une fusion qui représente 30 milliards d'euros de capitalisation, des centaines de milliers d'emplois qui sont concernés, une des industries les plus symboliques est l'industrie automobile, une entreprise qui n'est pas n'importe laquelle, Renault. On dit prenons le temps de la réflexion et on nous dit non, il faut faire ça tout de suite. Eh bien, je le redis, l'État comme actionnaire de référence, parce que nous avons 15% chez Renault, donc nous ne faisons que jouer notre rôle, garantit que nous prenons le temps pour faire les opérations à notre rythme et dans le bon sens. Le bon sens, c'est l'alliance Renault-Nissan d'abord,
la consolidation après. Bruno Le Maire, Facebook a prévu de lancer sa propre monnaie virtuelle l'an prochain. Est-ce que ça représente une menace pour le système bancaire français ? Alors que Facebook crée un instrument de transaction, pourquoi pas ? Plus de 2 milliards d'utilisateurs. Pourquoi pas ? En revanche, que ça devienne une monnaie souveraine, il ne peut pas en être question. Ça ne peut pas et ça ne doit pas devenir une monnaie souveraine. Avec tous les attributs de la monnaie, c'est-à-dire la capacité à émettre un titre souverain, la capacité à être une réserve, comme le sont les banques centrales aujourd'hui, prêteurs en dernier ressort, tout ça n'est pas envisageable. Parce que l'attribut de la souveraineté des États doit rester aux mains des États et pas des entreprises privées qui répondent à des intérêts privés. Vous craignez que cette entreprise devienne aussi puissante qu'un État ? Je fixe juste une limite. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça ? Un instrument de transaction, oui. Une monnaie souveraine, non. Mais que pouvez-vous faire contre ça ? Nous allons demander des garanties, c'est la deuxième chose. D'abord des garanties aussi que cet instrument de transaction ne peut pas être détourné, par exemple pour du financement du terrorisme, par exemple pour le financement d'activités illicites. Et j'ai donc demandé aux gouverneurs des banques centrales des 7 pays membres du G7 de nous faire un rapport pour la mi-juillet, quand se tiendra le G7 des ministres des Finances à Chantilly, pour qu'ils nous disent, voilà les garanties qu'il faut fixer sur ce projet de création de monnaie par Facebook pour nous assurer qu'il n'y a pas de risque de financement illicite ou de risque pour le consommateur. Parce qu'il faut évidemment apporter toutes les garanties aux consommateurs. Et c'est notre rôle d'État de protéger les consommateurs, de protéger ceux qui utiliseront cette monnaie. La troisième remarque que je veux faire, c'est qu'on voit bien que cette monnaie, cet instrument de transaction plutôt, va permettre à Facebook d'accumuler à nouveau des millions et des millions de données. Ça me renforce dans ma conviction de la nécessité de réguler les géants du numérique, de s'assurer qu'ils ne se trouvent pas dans une situation monopolistique. Et c'est un enjeu clé pour le XXIe siècle. Et ça me renforce dans ma détermination à aboutir à une juste taxation des géants du numérique. Nous le faisons au niveau national. J'espère qu'au niveau de l'OCDE, c'est-à-dire au niveau international, nous y parviendrons au plus tard, début 2020. Bruno Le Maire, selon vous, la zone euro vient de connaître une mini-révolution, alors tellement mini que nos auditeurs n'en ont pas forcément entendu parler. Qu'est-ce qui a changé vendredi dernier dans la zone euro ? Il y a 2 choses qui ont changé. D'abord, on a renforcé le mécanisme européen de stabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que s'il y a une crise financière, que les banques sont menacées, et donc que les épargnants qui nous écoutent se disent « Tiens, qu'est-ce qui va advenir de mes dépôts à ma banque, de mes placements à ma banque ?» Eh bien, nous avons renforcé les instruments de précaution qui permettent de résister à une crise financière. On a mis en particulier en place un filet de sécurité, 60 milliards d'euros de disponibles. Si demain, il y a une crise financière, tous les épargnants qui nous écoutent seront mieux protégés. C'est 2 ans de négociation pour mettre en place ce qu'on appelle ce backstop, ce filet de sécurité qui renforce la protection de l'épargnant. La deuxième chose, c'est que nous avons enfin obtenu une décision sur le budget de la zone euro. C'était un des engagements de campagne du président de la République. Alors, il y aura un budget de la zone euro. C'est acté depuis vendredi matin, 5 heures. Emmanuel Macron espérait plusieurs centaines de milliards d'euros pour ce budget. Finalement, il ne devrait pas dépasser 17 milliards étalés sur 7 ans. C'est plutôt une mesure symbolique, non ? Mais regardez d'où nous venons, Audrey Crespo-Mara. Il y a 2 ans, quand je me rendais à Berlin comme ministre des Finances et que j'allais voir mon homologue Wolfgang Schäuble, je n'avais pas le droit de prononcer le mot de budget de la zone euro. C'était un tabou. Le ministre des Finances français ne pouvait pas employer ce mot. 1 an après, accord de Meseberg entre la chancelière et le président de la République, nous actons en franco-allemand la création d'un budget de la zone euro. Encore 1 an plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, les 19 États membres de la zone euro acceptent qu'il y ait un budget, c'est-à-dire une capacité d'investissement pour que nos économies se rapprochent, pour qu'on investisse plus, par exemple, dans les énergies renouvelables, dans l'innovation, dans la recherche. C'est une excellente nouvelle. Est-ce que ça suffit ? Certainement pas. Et moi, je suis convaincu que ce budget, d'abord, doit augmenter en taille et qu'il doit non seulement permettre de faire converger nos économies, mais aussi devenir un instrument de solidarité. On peut réfléchir, par exemple, c'est une proposition de mon homologue allemand, à une assurance chômage au niveau des 19 États membres de la zone euro qui nous garantirait de la solidarité non seulement en cas de crise financière, mais aussi en cas de crise économique. C'est un premier pas, mais c'est un pas essentiel dans la bonne direction. Bruno Le Maire, une dernière question. Alors qu'il a toujours été hostile à la PMA pour les couples homosexuels, le Premier ministre est en train de changer d'avis. Et vous ? J'ai fait part de mes interrogations il y a maintenant plusieurs années sur la PMA pour les couples homosexuels.
Vous étiez inquiet pour les enfants, pour les conséquences sur les enfants. Mais je me réjouis qu'il y ait un débat politique. Je pense que c'est l'honneur de la politique et l'honneur de la démocratie française d'ouvrir des débats qui vous bousculent dans vos convictions et qui vous amènent à réfléchir différemment, à regarder ce qui est juste, qui est peut-être moins juste, à écouter ceux qui veulent faire une PMA pour les couples homosexuels, à comprendre leurs arguments, à écouter les scientifiques, à écouter les médecins. Aujourd'hui, vous admettez qu'un enfant peut avoir 2 papas ou 2 mamans ? Et bien sûr que j'admets qu'un enfant peut avoir 2 papas ou 2 mamans. La question que je me posais, c'était sur la PMA. Ces interrogations, je les ai toujours, mais je me réjouis de confronter ces interrogations aux convictions des autres. Parce que c'est ça, le mérite du débat démocratique, c'est de vous faire bouger. Les gens immobiles qui changent jamais de conviction, qui ne sont pas capables d'évoluer au contact des autres, bien, ça n'est pas le débat démocratique. Le débat démocratique doit vous permettre d'évoluer, de changer, d'écouter et d'entendre. Merci Bruno Le Maire. Merci Audrey Crespo-Mara.